Charles Torossian, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir ici, dans les locaux du lycée Sugère à Saint-Denis, pour cette Web TV spéciale physique, chimie, mathématiques de l'Académie Créteil. Alors vous êtes bien connu et même reconnu dans le monde des mathématiques, un peu moins dans celui de la physique-chimie. Aussi, prenons un temps bref pour vous présenter. Donc, vous êtes mathématicien, vous avez été chercheur au CNRS une quinzaine d'années, puis inspecteur général, et vous êtes aujourd'hui directeur de l'IH2EF, l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation à Poitiers-Futuroscope. Vous êtes aussi co-auteur du rapport Villani-Torossian, 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques. Et à ce titre, vous avez été conseiller spécial du DGESCO, directeur général de l'enseignement scolaire de 2018 à 2024. Donc il y a eu Jean-Marc Huard et puis Édouard Geffray. Richard Torossian, nous savons que nous profitons de votre présence sur un emploi du temps très dense. Merci d'être là. Le plaisir est partagé. Alors une première question peut-être. Merci au lycée Sugère de m'accueillir. Tout à fait. Et surtout tous les étudiants de BTS aujourd'hui qui organisent cette Web TV. C'est vrai, merci. Alors première question, justement, pourquoi avoir accepté ce temps, cette interview pour la Web TV de l'Académie Créteil? Alors, d'abord une chose, vous savez, quand on est directeur d'un institut, qu'on est conseiller spécial, qu'on a vécu pas mal de temps à l'inspection générale, etc., on pourrait presque se sentir un petit peu isolé parfois. C'est vraiment très important, et je le dis aux jeunes cadres, d'être en permanence sur le terrain. Donc vraiment pour moi, c'est tout un bonheur de revenir à chaque fois dans les établissements scolaires. Dès que je peux, je le fais. Et c'est pour ça que je réponds toujours positivement, évidemment, aux invitations. Et vraiment, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Voilà. Alors, en fait, ma collègue et moi, vous avons rencontré pour la première fois au Collège de France en juin 2022 pour la conférence Les mathématiques pour tous. Et donc, avec Karen Longa, on vous avait donné en main propre le livret Mathématiques des grandeurs. Et vous y avez été immédiatement sensible. Pourquoi? Alors, deux choses. Enfin, je dis deux, mais c'est pour un pluriel, parce que pluriel commence à deux. La première chose, c'est que j'adore que les initiatives viennent du terrain. Pour avoir travaillé longtemps en administration centrale, il ne faut pas penser que notre système est vertical. En fait, on est à la fois dans la verticalité, mais aussi dans l'horizontalité. Voilà. Et puis, en regardant rapidement le livret, j'ai tout de suite repéré des choses sur lesquelles nous œuvrons depuis bien longtemps. La notion de compétence. Dans PISA, on a des concepts clés, des compétences, et il m'a semblé à peu près évident tout de suite que dans le livret, on allait retrouver des compétences et clés. Par exemple, comparer des grandeurs pour voir un petit peu comment les variables dépendent l'une de l'autre. C'est la notion de fonction, par exemple. J'avais noté aussi la modélisation, la place de la modélisation comme concept central dans l'approche des problèmes. Il me semblait très important que les disciplines scientifiques, biologie, sciences physiques, économie, SVT, contribuent aux mathématiques. Souvent, on a pensé souvent que les mathématiques étaient, j'allais dire, une science de départ, comme la philosophie, et que les autres disciplines utilisaient le langage mathématique pour résoudre leurs autres problèmes. Dans le rapport Villani-Torossian, on a inversé le paradigme. On s'est dit, il est important, si on veut que nos élèves aient des compétences en mathématiques, qu'ils apprennent des maths, pas uniquement dans le cours de maths, mais aussi dans le cours de physique. Et ce que vous avez proposé dans votre livret, vous et Karen, ça m'a paru aller exactement dans le sens du rapport Villani-Torossian. C'est une des mesures phares, que les disciplines scientifiques contribuent aux compétences mathématiques des élèves. Très bien. Dans les mathématiques, les nombres occupent une place d'honneur. En physique-chimie, l'attention se porte plus sur les grandeurs. Et justement, pourquoi, à votre avis, serait-il intéressant de faire dialoguer ces deux concepts, nombre et grandeur, de manière plus équilibrée? Alors, la question est excellente. La réponse n'est pas tout à fait évidente. Alors, on va dire un nombre, même si ça paraît
comment dire, un objet simple. Un nombre, c'est par essence une abstraction. Le seul nombre concret, c'est l'unité. C'est la chose que je tiens dans la main. Dès que vous avez deux choses séparées et que vous dites j'ai deux, eh bien, en fait, le cerveau, quand même, voit 1 plus 1. Il n'y a pas de 2. Vous voyez, c'est deux objets différents. Et donc, passer de 1 plus 1 à 2, c'est-à-dire que c'est une abstraction. Les grandeurs, c'est concret. C'est une intuition. Et donc, en quelque sorte, on va faire dialoguer les abstractions et les intuitions. Et ce dialogue didactique fondamental, ce n'est pas un dialogue pédagogique, hein, c'est vraiment un dialogue didactique, il est très riche. Vous voyez, c'est que le cerveau humain a mis des années, des millions d'années pour se développer. Et le cerveau humain, il est dans le réel. Et dans le réel, eh bien, vous voyez, il y a des grandeurs intuitives. Et donc ensuite, vous voyez, le cerveau humain, la pratique de l'humain, c'est de faire des relations entre la distance et le temps. Que si vous voulez pratiquer, aller parcourir une distance plus longue, sur un temps donné, il va falloir accélérer. Donc il y a des notions qui sont complètement intuitives. Et ce dialogue, en fait, il est assez intéressant, me semble-t-il. Aujourd'hui, faire dialoguer les longueurs, c'est approcher, faire dialoguer, pardon, les grandeurs, c'est approcher des concepts clés de PISA. On va utiliser la notion de longueur pour résoudre des problèmes arithmétiques à l'école primaire. Donc ce sont les réglettes Cuisner. Avec les longueurs, intuitivement, on peut les comparer. Les enfants savent qu'est-ce que ça veut dire être plus grand que. Si vous avez un bâton long comme ça, puis un bâton tout petit, bien, avec le langage, vous dites c'est plus grand que. Alors, entre plus grand que, après, quand vous avez le modèle, eh bien, vous allez pouvoir comparer les longueurs. Et c'est beaucoup plus facile de comparer les longueurs parce que je peux manipuler. Je peux voir si une longueur, si je prends une petite longueur que je vais appeler unité et par rapport à une grande longueur, je vais pouvoir la reporter et essayer de voir combien, si par hasard il y a 4 fois ou 3 fois. Et puis, on faire apparaître la notion de rapport de longueur. Et donc, avec les longueurs, on va approcher d'une certaine manière des concepts fondamentaux qui sont les opérations mathématiques. Et donc, ce qu'on préconisait dans notre rapport avec Cédric Villani, c'est une approche très précoce des opérations, les 4 opérations dès le CP, y compris la division et la multiplication. Or, avec les grandeurs, on peut approcher le sens des opérations de manière très intuitive. Je reviens sur, je reviens sur les enseignants. Hein, alors, les mathématiques sont présentes dans toutes les disciplines. Et donc, les collègues enseignants sont amenés à faire des mathématiques avec les élèves. Parfois, cependant, ils peuvent éprouver un sentiment de manque de légitimité. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces collègues? Alors d'abord, je voudrais les rassurer. On ne peut pas dire les mathématiques, le français, ce sont les fondamentaux de l'école. C'est le socle. Et à l'extrémité du système, c'est-à-dire au niveau des enseignants, des spécialistes, dire ah ben non, les mathématiques de l'école primaire ou les mathématiques du collège, ça ne fait plus partie du socle puisque je suis professeur de maths, tu es professeur de physique, donc chacun son secteur d'expertise. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc moi, je veux rassurer les gens, il faut qu'on soit cohérent. Soit les mathématiques, le français font partie du socle commun, et j'encourage les professeurs de sciences de faire attention à leur langage, en quelque sorte, de faire en sorte que l'expression orale, la précision de l'écrit, la précision de la pensée à travers la langue, y compris en cours de mathématiques, soit importante. Est-ce qu'il est légitime ou acceptable qu'un professeur d'économie puisse expliquer, par exemple, les pourcentages à une classe de seconde? Évidemment que oui. Est-ce qu'il est légitime qu'un professeur de maths puisse expliquer la notion de force ou évoquer la notion de force à un moment ou un autre dans son dialogue avec les élèves? Évidemment oui. Évidemment oui. Donc moi, il me paraît tout à fait normal qu'un professeur qui a fait un master, malgré tout, qui a une pratique collaborative importante, se sente absolument légitime. Il faut
il faut faire descendre la pression autour des mathématiques. Les mathématiques ne sont pas réservées uniquement aux professeurs de mathématiques, puisqu'elles font partie du socle commun. Et d'ailleurs, si on se replonge un petit peu dans l'histoire des sciences, quels ont été les moments les plus riches du dialogue scientifique? C'est quand, j'allais dire, que les hommes de science, les femmes de science ont dialogué, quelles que soient leurs origines. Spécialistes d'astronomie, spécialistes d'économie. Aujourd'hui, et je pense à des exemples très précis, je pense au grand physicien Feynman, par exemple, qui se disait physicien, mais qui a fait émerger des concepts en mathématiques tout à fait nouveaux. En géométrie algébrique, par exemple, aujourd'hui, en recherche géométrie algébrique, les idées les plus puissantes proviennent parfois de physiciens qui pensent à des formules très compliquées en géométrie algébrique parce qu'ils font correspondre ces objets à des objets physiques. Et ils se disent qu'il doit y avoir telle relation en physique, donc il doit y avoir telle relation en maths. Et les matheux n'avaient pas pensé à ces relations. Donc vous voyez, ce dialogue est très très important. Mais quittons la recherche et revenons un petit peu, si vous donnez quelques minutes, parce que je voulais dire 2-3 choses et de donner quelques exemples sur ce qui est important. Le dialogue entre disciplines facilite la créativité. La créativité, je l'ai noté ici, c'est vraiment une des compétences clés du XXIe siècle, avec le raisonnement critique, l'intuition, l'initiative, la persévérance. Voilà, ça c'est des choses assez importantes. Dès que vous commencez à penser le vivant, vous avez des grands nombres. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est que le professeur de biologie utilise, en expliquant un petit peu comment fonctionne le cerveau, quelles sont les connexions, les synapses entre neurones, que voir derrière ça, il y a plus de situations neuronales que d'atomes dans l'univers, par exemple. C'est quand même effrayant quand on y pense que dans votre cerveau, vous avez plus de situations neuronales que de matière dans l'univers. Alors, voilà une bonne question qui ouvre des horizons et des intuitions importantes. J'avais noté autre chose aussi. Lorsque, en art plastique, et c'est une expérience que j'ai faite en maternelle. En maternelle, en art plastique, vous avez de la pâte à modeler. Alors, vous savez, tous les enfants ont joué avec la pâte à modeler. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais en tous les cas, on a tous joué à la pâte à modeler. La pâte à modeler, c'est magique. En fait, en jouant avec la pâte à modeler, on fait des maths. Alors, je dis, ah bon, je n'avais pas remarqué qu'on faisait des maths avec la pâte à modeler. Alors, je vais vous expliquer pourquoi vous faites des mathématiques avec la pâte à modeler. Et voilà ce que devrait dire un professeur d'art plastique. Lorsqu'une pâte à modeler, c'est quoi? C'est magique. Vous pouvez mettre les mains dessus, vous déformez la pâte à modeler. D'accord? Mais en vérité, sauf si vous en jetez un petit bout, alors parfois les enfants jettent des petits bouts de pâte à modeler sous la table. Tous les parents connaissent ça. Mais plaçons-nous dans la situation simple où la pâte à modeler reste sur la table. Eh bien, il y a quelque chose qui ne disparaît pas, c'est la masse. Donc la masse, comme la pâte à modeler, j'allais dire, il y a une densité assez précise. En fait, la masse ne bouge pas, le volume reste constant. C'est incroyable. Donc le volume reste constant, mais la forme change. Comment c'est possible? Comment c'est possible d'avoir un objet dont le volume change, le volume est fixe, pardon, et la forme change? C'est magique. Donc la pâte à modeler est un objet mathématique étrange. Alors on dit, mais bon, je me suis juste amusé, j'ai rien appris. Et c'est là où une des préconisations du rapport Villani intervient. Manipuler, je manipule, il faut commencer à verbaliser. Verbaliser, abstraire. Alors, la question de la verbalisation, c'est la question de l'oral. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment je pourrais, si on avait un mathématicien à proximité, comment je pourrais évoquer ou donner sens à la notion de forme? Qu'est-ce que ça veut dire que la forme change? La forme, c'est une intuition. On dit, bah oui, c'est pas la même forme. Mais qu'est-ce qui caractérise la forme? Vous voyez, se poser ces questions, c'est rentrer dans une démarche scientifique. C'est-à-dire mettre des concepts sur des mots ou mettre des mots sur des concepts. Intuition, précision, abstrait, réel. Qu'est-ce qu'une forme? C'est pas clair. Si je demandais ici, est-ce qu'on peut donner une définition de la forme? C'est vraiment quelque chose de flou. On a tous l'intuition que ça veut dire quelque chose. Et c'est là où
le langage, la pratique, les mathématiciens, le dialogue entre disciplines est riche, puisque le mathématicien disait, ou le physicien pourrait dire, bon, peut-être qu'on pourrait définir une grandeur. Par exemple, la surface que représente la forme. C'est-à-dire, voilà, alors on dit une grande surface, petite surface, et on pourrait mesurer. C'est là la grandeur qui intervient et le mesure de la forme. Et donc, on pourrait constater qu'à volume constant, la surface peut varier. Alors, il y a une chose que les enfants savent, c'est que la forme la plus compacte du volume, c'est la boule. Donc la surface la plus petite que vous allez pouvoir faire, c'est la surface de la sphère. Donc dans mon expérience de la pâte à modeler, je sais que volume et surface, c'est deux quantités, et c'est là où on revient, est-ce que ces quantités changent l'une par rapport à l'autre, etc. Et quelle est la plus grande? Alors l'expérience que je viens de vous expliquer, si vous avez suivi mes explications parfois un petit peu confuses, c'est que la surface, elle peut être très grande et le volume fixe. Donc c'est la surface qui domine le volume. Et là, vous allez me dire, c'est là où c'est assez intéressant dans le dialogue intuition. D'un point de vue mathématique, on pourrait dire, bon, ben voilà, c'est un théorème, la surface est plus grande que le volume. Mais un mathématicien, un physicien dirait, bah, quand même, le volume c'est des mètres cubes, la surface c'est des mètres carrés, ça me paraît assez douteux, et puis le théorème me paraît un peu, cette information me paraît un petit peu rapide. D'accord? Alors on dit, ok, on ne va pas comparer des mètres cubes avec des mètres carrés, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, on apprend ça à l'école primaire lorsqu'on voit les grandeurs. On ne va pas comparer des kilos avec des mètres, ça c'est vraiment la règle de base. On compare des grandeurs entre elles. Hein, voilà, des kilos avec des kilos, des litres avec des litres, des mètres avec des mètres. Alors là, on est un petit peu embêté. Alors évidemment, on pourrait dire, oui, alors, mais si je prenais le volume au carré, ça ferait des mètres cubes, la surface au cube, ça ferait des mètres puissance 6, pardon, mètres puissance 6. Donc peut-être que ce serait comparable. Et donc on pourrait imaginer que le volume au carré est plus petit que la surface au cube. Ah, bah, parfait. Puis comme on a eu l'expérience de la sphère, on pourrait se penser que lorsque la forme est une sphère, en fait, on est une égalité. Et on arrive, en fait, pour avoir une égalité, il faut juste un petit coefficient correctif. Les physiciens font ça très souvent dans leur formule. On dit, bon, la formule n'était pas tout à fait vraie, mais je rajoute un petit coefficient correctif. Et comme ça, on arriverait à 36 pi, volume au carré plus petit que la surface au cube. Bah, il se trouve qu'en plus, c'est vrai. Et donc, ce que je veux dire en racontant cette histoire un petit peu longue, c'est que le dialogue entre les disciplines, lorsqu'on y regarde bien, si on regarde bien la pratique, on a manipulé, verbalisé, abstrait, et que, au fond, on peut accéder à des connaissances très profondes, très sérieuses, à partir du langage, à partir de l'expérience, à partir du dialogue riche entre les disciplines. Et moi, j'aimerais que dans un cours d'art plastique se termine par cette belle formule. Voilà, alors on peut faire la même expérience avec les cercles et les disques. Très bien. Merci. Alors, dans l'analyse que vous avez posée là, vous avez donné une place importante aussi au langage et à la représentation avant d'aller sur la manipulation. Et justement, le langage, la représentation, mais aussi la place des symboles, ils occupent un statut singulier dans le livret. Hein, et nous savons que c'est un sujet important pour vous. Pourquoi? Alors, le langage, c'est très important. L'enfant approche la réalité du monde à travers le langage. Et d'ailleurs, c'est très rigolo de voir les enfants apprendre le placement de l'article dans les mots. Donc, quand on dit orange, alors les enfants disent orange et les parents en général disent c'est une orange. D'accord? Et d'une certaine manière, on dit fauteuil. C'est un fauteuil. Et donc, une, ça permet effectivement d'apprendre le genre, mais surtout, ce qui est important, c'est de désigner la chose. En français, il y a des articles. Ce n'est pas vrai dans toutes les langues. D'accord? Dans les langues asiatiques, il n'y a pas cette histoire de l'unité. Et donc, alors, si on y pense bien, la place de cet article, de l'article indéfini, une, en fait, renvoie au nombre, puisqu'il y a concomitance verbale entre le 1
le 1 de l'article indéfini et le 1, le nombre 1. Et ce n'est pas juste un hasard, en vérité. Et dans les grandeurs, on va retrouver cette chose. On a la grandeur mètre, mais pour ce qui est une abstraction, orange est une abstraction, une orange est une réalité. D'ailleurs, la couleur s'appelle orange. Il n'y a pas d'article là. On dit que c'est la couleur orange. C'est une abstraction. Une couleur est une abstraction. Une orange désigne un objet réel. Mètre est une abstraction. Un mètre désigne une mesure et donc un objet réel. X est une abstraction. Un X est une réalité. Et là, on touche, dans le dialogue, il y a un dialogue entre la manière dont on parle et la manière dont on écrit ou la manière dont on pense, y compris en mathématiques. Si on réfléchit bien, alors on va lever des obstacles didactiques très profonds dans les apprentissages des mathématiques. Je donne un exemple. Souvent, dans les classes de 4e, lorsqu'on s'amuse avec le calcul algébrique, et on le retrouve, c'est une difficulté qu'on va retrouver très tard dans la scolarité, quand vous avez par exemple 3,5x au carré, ou mettons 3x au carré plus x, lorsque les élèves doivent factoriser, eh bien quand ils factorisent par x, en factorisant x tout seul par x, ils ne savent pas ce qui va rester. Est-ce que c'est 0 ou 1, etc. S'il y a écrit 2x, quand on factorise par x, l'élève place bien le 2. Il n'y a jamais d'erreur. Il y a toujours une erreur lorsque x est tout seul. Et donc, dans le livret, justement, ce passage est très important et est signalé. Lorsque vous parlez de 5 mètres, vous dites à un moment, c'est 5 fois 1 mètre. Voilà. Et donc, et quand vous avez un x tout seul, dans le calcul algébrique, il faut penser que c'est un x. Et donc, si on faisait dialoguer un peu plus la notion de grandeur et la notion de nombre, si on faisait parler un peu plus la question du langage avec le calcul, eh bien, les élèves seraient plus à même à penser que x, c'est un x, parce qu'ils repenseraient l'idée que orange, c'est une orange. Parce que orange désigne la couleur, tandis qu'une orange désigne, et bien évidemment, l'objet. Et donc, ce qui permettrait effectivement d'avoir moins de difficultés. Concernant la résolution de problèmes et plus généralement la prise d'initiative dans la résolution d'exercices, ça occupe une place particulièrement importante dans la formation des élèves en mathématiques, mais c'est un sujet, c'est un format aussi pédagogique qui est présent dans de nombreuses autres disciplines. En quoi pensez-vous que la résolution de problèmes occupe aujourd'hui une place singulière dans notre société, aujourd'hui en 2024? Alors, au fond, si je reprends l'exemple des mathématiques, mais on pourrait le transférer, mon raisonnement, on pourrait le transférer dans d'autres domaines. Qu'est-ce que faire des mathématiques sinon résoudre des problèmes? Alors, moi j'ai été mathématicien, j'ai inventé des théorèmes, et donc j'ai résolu des problèmes. Je me demandais, est-ce que cette chose-là est égale à cette chose-là? Oui, non. Si c'est vrai, est-ce qu'il y a une démonstration? Voilà, une idée. Mais au fond, qu'est-ce que ça apporte de résoudre des problèmes? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que ça apporte aux élèves? Qu'est-ce que ça apporte aux parents? Qu'est-ce que ça apporte au collectif? Alors, si on y réfléchit bien, résoudre un problème, ça développe quoi comme compétence? D'abord, il faut pouvoir s'intéresser au problème. Donc, il faut développer un peu de curiosité, avoir un peu d'attention. Curiosité, attention. Alors, on va essayer une fois, deux fois, on va se tromper. On va faire un trou dans un mur, ce n'est pas avec un marteau que vous faites un trou dans un mur. Donc je vais changer d'objet, je vais prendre un autre outil, par exemple une perceuse. Si j'ai la perceuse, je n'ai pas de mèche, ça ne va pas me fonctionner. Et si ma perceuse n'est pas chargée, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc essai-erreur, bien sûr, et ensuite consolidation. Donc résoudre des problèmes avec ces 4 étapes, l'attention, la motivation, la concentration, l'essai-erreur et la consolidation, font que nous avons ici les 4 clés des apprentissages. Donc résoudre des problèmes, c'est rentrer dans une démarche d'apprentissage très profond, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Résoudre des problèmes, c'est aussi mettre en œuvre les collectifs apprenants. C'est développer de la curiosité, c'est être persévérant. La persévérance est une grande qualité dans notre monde aujourd'hui. Et résoudre des problèmes faciles,
Ça crée des automatismes, c'est très rassurant, c'est bon pour l'estime de soi. Je suis capable de faire ça. Par exemple, vous faites une recette, un gâteau, voilà, et puis vous faites un gâteau, vous suivez la recette pour 4 personnes, et puis il se trouve que vous voulez inviter des amis. Maintenant, il faut faire la recette pour 8 personnes. Mais dans la recette, par exemple, on ne vous donne pas le temps de cuisson pour 8. On vous donne le temps de cuisson pour 4, mais pas pour 8. Alors, il pourrait se faire que vous ayez l'idée qu'il faut doubler le temps de cuisson. C'est logique, je double la masse, est-ce que je vais doubler le temps de cuisson? Alors, d'expérience, ce n'est pas une bonne idée. Si vous avez un rôti de 1 kg et que vous mettez, et que après vous passez à 2 kg et que vous doublez le temps de cuisson, votre rôti ne va pas être bon. Pareil pour votre gâteau. Donc là, il y a un phénomène assez intéressant, c'était pas écrit dans la recette, et donc je dois peut-être en discuter avec des gens plus expérimentés, notamment par exemple un parent, une grand-mère ou un grand-père, parce que la cuisine est quand même un partage collectif, voire aujourd'hui aller voir sur Internet comment ça se passe. Voilà un sujet très intéressant et qui fait appel à de la modélisation physique très intéressante, un phénomène non linéaire. Eh bien, la résolution de problèmes développe j'allais dire, des compétences qui vont être utiles à l'âge adulte. Parce que tous les jours à l'âge adulte, vous avez des problèmes. Moi, je travaille dans un institut, tous les jours, j'ai des problèmes. Si vous êtes ministre, tous les jours, vous avez des problèmes à résoudre, en quelque sorte. Donc, il faut avoir une méthode. Et puis, d'autres capacités et compétences que développe le problème, c'est que si vous avez résolu votre problème, et que vous êtes le seul à savoir que vous avez résolu votre problème, est-ce que vous avez vraiment résolu votre problème? Donc, il est important de pouvoir communiquer, s'exprimer à l'oral, à l'écrit. C'est pour ça que les scientifiques, lorsqu'ils résolvent des problèmes, écrivent des articles. Et la phase de communication est fondamentale. En quelque sorte, si vous ne savez pas communiquer sur les idées que vous avez mises en place, développées pour résoudre les problèmes, vous n'avez pas résolu le problème. En vérité, la résolution de problèmes est intéressante dans ce qu'elle apporte ensuite en termes de communication. Et donc, cette capacité à expliciter votre solution, à expliciter les idées qui vous ont conduit dans la résolution de problèmes, c'est ce qui va vous donner d'abord de l'estime, donc c'est bon pour le moral, mais surtout, c'est des démarches que vous allez pouvoir transférer dans votre vie adulte. Donc, lorsque je dis souvent à des étudiants, je leur dis, mais savoir résoudre des problèmes, écrire des démonstrations, c'est un petit peu la même chose que conduire une conférence ou, j'allais dire, une réunion après quand vous serez avec des collaborateurs. Parce que vous avez c'est quoi le début, c'est quoi la fin, quels sont les objets à notre disposition, quels sont les moyens dont nous disposons, etc., etc. Et donc, la résolution de problèmes, c'est le fondement même de l'activité humaine dans toutes ses dimensions. Il y a de l'existentiel dans la résolution de problèmes. Complètement. Charles, nous arrivons à la fin de cette interview. Un très grand merci pour votre présence et pour le partage de ces analyses. Voilà. Merci à l'équipe de l'Académie de Créteil, de Physique-Chimie. Merci de m'avoir invité. J'ai eu plaisir à dialoguer avec vous cet après-midi. Merci. Merci au lycée Sugère.